Emmanuel Navon, est-ce qu'on peut imaginer que Mahmoud Abbas, dans ce contexte, a les épaules pour prendre toutes les responsabilités qui lui incomberaient éventuellement avec cet accord? Vous savez, la relation entre Mahmoud Abbas, l'OLP et le Hamas est une relation qui ne cesse de laisser pantois. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est vrai, le Hamas a renversé par la force le régime de l'OLP dans la bande de Gaza en 2007. Après, je vous rappelle, avoir gagné les élections de 2006. Simplement, Mahmoud Abbas n'avait pas donné suffisamment de pouvoir au Hamas à l'époque, et le Hamas a éliminé l'OLP de la bande de Gaza de façon extrêmement violente. Mahmoud Abbas, d'un autre côté, comme on sait, il y a 2 mois à peu près, a signé un accord d'union avec le Hamas. Et donc c'est une relation qui présente, Mahmoud Abbas présente toujours à l'Occident et à Israël sa relation avec le Hamas comme étant antinomique. Mais en réalité, il collabore avec le Hamas de la même manière que Arafat le faisait à l'époque. Donc si on se dirige vers un modèle où finalement Mahmoud Abbas récupérait le contrôle partiel de la bande de Gaza, ce serait après qu'il ait signé un accord, je vous rappelle, avec le Hamas il y a 2 mois, et après que le Hamas ait renversé l'OLP à Gaza en 2007. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Abbas, lui, il a un intérêt, évidemment, à récupérer le contrôle de la bande de Gaza. Mais est-ce qu'on pense vraiment qu'il va désarmer le Hamas alors qu'ils sont blanc bonnet blanc? Bien entendu que non. On a parlé tout à l'heure des exigences du Hamas dans les négociations. Vous en avez parlé. Mais qu'en est-il des exigences d'Israël sur la démilitarisation de la bande de Gaza? Au-delà, quelle est la solution? Si ce que vous êtes en train de dire, Mahmoud Abbas n'est pas un véritable interlocuteur, ou en tout cas, n'est pas la véritable solution, la solution ultime à ce qui se passe à Gaza. C'est quoi la solution? Vers quoi on peut se tourner? Vers quelle option on peut se tourner? Pour ce qui concerne la bande de Gaza ou de façon générale? Pour ce qui concerne la bande de Gaza, là, dans ce cas précis. Pour la bande de Gaza, il faut bien comprendre une chose. Le but du Hamas, ça n'est pas uniquement de mettre fin au blocus égyptien et israélien. Le but du Hamas, comme l'a rappelé Ali, c'est la destruction d'Israël. Ils le disent ouvertement. Donc si on pense qu'on peut arriver à un accord avec le Hamas uniquement, même si Israël demain ouvrait un aéroport à Gaza, un port, mettait fin complètement au blocus, est-ce que le Hamas s'arrêterait? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il continuera de s'armer, il continuera d'importer des armes en provenance de l'Iran, il continuera de collaborer avec le Hezbollah. Et par conséquent, même si on arrive à un accord de cessez-le-feu, il sera temporaire comme tous les accords précédents, et dans ce laps de temps, le Hamas utilisera le temps qui lui est donné pour se réarmer. Et par conséquent, aujourd'hui, l'alternative pour Israël, c'est soit d'accepter un accord de cessez-le-feu en sachant très bien qu'il sera temporaire, soit poursuivre l'opération terrestre pour mettre fin au régime du Hamas. Ce sont les 2 alternatives d'Israël aujourd'hui. Emmanuel Navon, rien n'a vraiment changé pour les habitants du Sud, rien n'a vraiment changé avec cette opération bordure protectrice? Je ne dirais pas que rien n'a changé, parce que d'abord, les tunnels, les dizaines de tunnels qui ont été creusés par le Hamas et qui ont été détruits par Israël, c'est quand même un acquis pour les résidents de la bordure de la bande de Gaza, parce que n'oubliez pas que pour les résidents de la bande de Gaza, les résidents israéliens de bordure de la bande de Gaza, ils vivent depuis 2005 dans un cauchemar permanent avec la menace de missiles qui tombent sur leur maison, mais maintenant à cela il faut ajouter ces fameux tunnels d'où du jour au lendemain vous pouvez trouver un terroriste qui émerge de votre salon sur un tunnel souterrain. Et ça c'est quelque chose qui est insupportable. Donc la destruction des tunnels a quand même changé quelque chose, mais tant qu'on ne saura pas ce qui émergera du cessez-le-feu qui est en train de négocier, on ne pourra pas dire avec précision, avec certitude si oui ou non leur vie va véritablement changer. Alors en quoi, qu'est-ce qu'Israël a remporté comme victoire avec cette opération? En quoi Israël a avancé grâce à cette opération? D'abord, Israël n'avait pas le choix. Je rappelle que le Hamas a initié cette agression contre Israël et qu'Israël avait le devoir de protéger ses citoyens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit, le principal acquis d'Israël, c'est d'avoir identifié et détruit ces tunnels qui représentaient une menace stratégique et par lequel le Hamas prévoyait de faire un méga attentat à la veille du Nouvel An juif, comme on l'a découvert. Mais également, nous avons quand même porté atteinte avec les bombardements aériens à une grande partie de l'infrastructure terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Donc le Hamas a quand même pris un coup. Claire, on est face à une démilitarisation versus remilitarisation du Hamas. Je souhaite rebondir sur ce que vous avez dit, la comparaison
avec le Sud-Liban. C'est une comparaison appropriée. Pourquoi? Parce que après la deuxième guerre du Liban en 2006, il n'y a pas eu de démilitarisation du Hezbollah. Le Hezbollah continue de s'armer, mais le Hezbollah a cessé de tirer sur Israël. L'opération militaire israélienne de 2006 a dissuadé le Hezbollah, bien que l'ONU, bien entendu, n'ait rien fait pour le désarmer. La question est de savoir si un tel scénario pourra se répéter sur la bande de Gaza, à savoir que dans les faits, il y aura une remilitarisation, mais le Hamas n'osera pas reprendre les tirs. Et j'en doute pourquoi. Parce que la façon dont les choses évoluent à présent, le Hamas continuera de toucher de l'argent du Qatar et d'autres bailleurs de fonds. Avec l'ouverture des frontières, continuera d'importer des armes. Et donc, il n'aura pas véritablement une bonne raison de ne pas reprendre la bataille, puisqu'il continuera d'avoir le soutien financier et militaire de ses soutiens internationaux. Et donc, je doute que le scénario du Sud-Liban puisse se répéter avec le Hamas dans la bande de Gaza. Oui, cette victoire, Emmanuel Navod, sur Internet, etc., vous la ressentez aussi dans les dernières déclarations des dirigeants du Hamas et cette volonté de marquer qu'ils ont remporté. Vous savez, les dirigeants du Hamas ne sont pas les seuls dirigeants du monde arabe qui vivent dans cette névrose permanente dans laquelle il y a la réalité d'une part et la façon dont ils la décrivent d'autre part. Je rappelle qu'au moment de la guerre en Irak, lorsque les troupes américaines sont entrées à Bagdad en 2003, eh bien, le ministère de la propagande de Saddam Hussein déclarait victoire à la télévision. Et cela n'a jamais changé, finalement. Les dirigeants arabes et les dirigeants du Hamas également vivent dans cette espèce de réalité parallèle où ils se servent de la propagande, et une propagande d'ailleurs qui, dans le soi-disant printemps arabe, n'est-ce pas, s'était retournée contre ces dirigeants, puisque cette politique qui consiste sans arrêt à inventer une réalité parallèle et à utiliser la propagande. Aujourd'hui, à l'âge de l'Internet... Dans ce contexte-là, et très précisément à Gaza, ça a un impact sur les opinions publiques? Quelles opinions publiques? Celle de Gaza. Vous savez, l'opinion publique dans la bande de Gaza, bien entendu, ce n'est pas l'opinion publique d'un pays démocratique. C'est une opinion publique oppressée par une organisation terroriste sanguinaire. Et donc, il est difficile de savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Ceci dit, encore une fois, à l'âge de l'Internet, ils ont accès, en tout cas partiel, à l'information. Cela ne signifie pas qu'ils essaient ou qu'ils souhaitent renverser le Hamas. On ne sait pas exactement ce qui se passe. N'oubliez pas qu'en 2006... On a vu ces exemples de manifestations qui ont été bien entendu, ils ont été éliminés immédiatement. Donc ils n'ont pas tellement le choix d'exprimer leurs opinions et d'exprimer leur opposition à cette organisation qui les a menés à cette situation qui est lamentable pour eux, alors que, comme on l'a rappelé, leurs dirigeants, eux, sont au Qatar dans des hôtels 5 étoiles. Aujourd'hui, avec l'explosion d'Internet, ce n'est plus, on crée plus victoire à la télévision, mais sur Internet, avec des relais, on va dire, plus populaires. C'est-à-dire que ce ne sont plus forcément les dirigeants qui font la communication, mais les internautes eux-mêmes. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le relais du message? Je pense que ça donne, bien entendu, plus de pouvoir à l'opinion publique elle-même, et on n'a plus besoin finalement de cet intermédiaire qui est la télévision. Mais d'un autre côté, il y a tellement de désinformation également sur Internet. C'est vrai qu'on a accès directement et de malinformation. Et par conséquent, la manipulation des faits et la propagande, elle existe également sur Internet, bien que les gens ont accès directement. Mais l'accès direct signifie aussi bien l'accès direct à la vérité qu'au mensonge. Et donc, là-dessus, les choses n'ont pas changé. Et le Hamas l'a bien compris avec une stratégie de communication extrêmement bien faite sur ce conflit, avec énormément de moyens techniques et de moyens de communication, de méthodes de communication qui ont été très travaillées, en sachant effectivement que Internet n'a pas le filtre qu'ont les médias traditionnels. Et est-ce que de ce point de vue, on remarque une différence dans la façon d'Israël de communiquer sur cette opération par rapport aux opérations précédentes? Je pense que Israël a tiré les conclusions des opérations précédentes et a fini par comprendre qu'au XXIe siècle, les guerres ne sont pas uniquement sur le terrain, elles se font également sur le plan de l'opinion et sur le plan médiatique. Ça, les organisations terroristes l'ont compris depuis longtemps. Celui qui a été le fondateur, je dirais, de cette stratégie, c'était Ho Chi Minh au Vietnam, qui avait dit déjà à l'époque: je ne peux pas vaincre l'armée américaine, mais je peux vaincre l'opinion publique américaine grâce à la télévision. Et finalement, toutes les organisations, toutes les guérillas communistes et autres ont adopté cette stratégie. Elle a été reprise par l'OLP, on l'a vu au moment de la première guerre du Liban, où l'OLP avait voulu décrire Israël comme la Wehrmacht et les Palestiniens du Liban comme les comparer aux Juifs du ghetto de Varsovie. N'est-ce pas? C'était la stratégie de cette propagande palestinienne de l'OLP. Alors justement, vous parlez de propagande palestinienne, on ne parle jamais de propagande israélienne. On ne peut pas comparer entre les pays démocratiques
et des organisations terroristes. Israël ne fait pas ce que fait l'autorité palestinienne. Des mensonges énormes. Je vous rappelle par exemple ce qui s'était passé au moment de la deuxième intifada, lorsque sur la première page du New York Times, il y avait un photomontage, n'est-ce pas, qui disait un policier palestinien tabassant, un policier israélien tabassant un palestinien sur le mont du Temple. C'était un photomontage, alors que le soi-disant palestinien était un étudiant juif de Chicago, et que c'était soi-disant sur le mont du Temple, et on voyait dans le fond une station d'essence israélienne. Ils font des montages et des mensonges grossiers. Nous, en tant que société démocratique, on ne le fait pas, et heureusement d'ailleurs, ou également des images qui avaient été attrapées par Tsahal au moment de la deuxième intifada. On voyait un enterrement avec le cadavre, entre guillemets, tombant de la civière et remontant sur la civière. Nous ne faisons pas cela. Je voudrais qu'on s'attarde un instant à présent sur la relation entre la Turquie et le Hamas à l'intérieur de la bande de Gaza. On a vu Recep Tayyip Erdogan, le nouveau président turc, beaucoup s'exprimer à l'encontre de l'État d'Israël. Et puis cette ONG qui veut à nouveau défier le blocus de Gaza avec une flottille 4 ans après le Marmaras, à présage de quoi? D'abord, ça ne fait que confirmer quelles sont les véritables intentions de Erdogan. Je vous rappelle que dès 2006, il avait reçu Khaled Mashal, le dirigeant du Hamas, à Ankara. En 2006, c'était 4 ans avant le Marmara. Ça n'est pas nouveau, ce lien entre Erdogan et le Hamas, les frères musulmans. Il a soutenu également les frères musulmans en Égypte. D'où aujourd'hui sa relation très tendue avec le gouvernement de Al-Sisi en Égypte, parce qu'Erdogan a soutenu les frères musulmans, aujourd'hui il soutient le Hamas. Maintenant, beaucoup va dépendre de l'attitude du gouvernement Obama. Pourquoi? Parce que Obama a, dès le début, essayé d'amadouer Erdogan, il avait fait pression sur Netanyahou pour présenter ses excuses sur le Marmara, cela n'a servi à rien. Au contraire, Erdogan n'a fait que faire monter les enchères. Et la question de savoir à ce stade si Obama a compris oui ou non à qui il a affaire. Parce que s'il n'a toujours pas compris à qui il a affaire, alors Erdogan ne va faire que continuer à faire monter la tension. Parce que si Obama ne l'arrête pas, ne l'appelle pas au téléphone, lui dit d'arrêter avec cette flottille, eh bien elle continuera. Beaucoup va dépendre dans le comportement d'Erdogan sur la politique d'Obama. Alors il y en a un qui a réussi en tout cas à le mettre plus ou moins de côté, c'est Al-Sisi, qui a depuis le début mis de côté cette présence turque au cours des négociations. Pourquoi il l'a fait avec autant d'insistance? Parce qu'il y a aujourd'hui dans le monde musulman en général et dans le monde arabe en particulier deux tendances. Il y a la tendance islamiste qui finalement remet en cause la légitimité même des États-nations et veut une espèce de politique pan-islamiste qui est représentée également par Erdogan avec sa vision du monde de recréer d'une certaine manière, même de façon virtuelle, l'empire ottoman avec sa ligne de coopération avec l'Iran, les autres pays musulmans, etc. Et Al-Sisi qui, lui, a fait tomber les frères musulmans qui allaient dans ce sens-là également pour établir l'autorité de l'État égyptien. Et là, il y avait véritablement deux politiques opposées entre une politique étatique de Al-Sisi et une politique pan-islamiste de Erdogan. Et là, on voit effectivement comment les deux il y a vraiment un conflit entre les deux politiques qui s'opposent, deux pays importants, deux pays qui veulent une certaine primauté au sein du monde arabo-musulman, la Turquie qui veut un rôle de leadership, l'Égypte également, et il sera intéressant de savoir qui sortira, je dirais, vainqueur de ce combat. La Turquie, elle joue sur les deux tableaux. D'un côté, le Moyen-Orient, vous l'avez dit, elle veut reprendre cette hégémonie d'antan. De l'autre, l'Europe. Qu'est-ce que veut concrètement Erdogan? Où il veut mener son pays? Je crois que c'est clair, il est au pays depuis 10 ans. C'est très clair vers où il veut mener son pays. Je vous rappelle que une des premières décisions de Erdogan après son élection, en 2002, c'était le refus de laisser les troupes américaines en 2003 d'utiliser le territoire turc pour attaquer l'Irak. Ça, c'était déjà le premier signal. Et depuis, on voit sa politique étrangère, rapprochement avec l'Iran. Également, il avait essayé à l'époque de se rapprocher avec la Syrie, puis il y avait eu effectivement la guerre civile, et il a repris ses distances avec Bachar al-Assad. Très clairement aujourd'hui, la politique étrangère de Erdogan, comme je l'ai dit, c'est une politique pan-islamique qui n'est plus du tout intéressée de rejoindre l'Union européenne. Il faut dire que les Européens ne sont pas intéressés non plus. Donc on n'est plus du tout dans la politique de rapprochement d'avant Erdogan. On n'est plus du tout dans cette politique d'une Turquie à la Kemal Atatürk laïque qui se rapprocherait de l'Europe. Non, aujourd'hui c'est une redirection. C'est une Turquie monolithique avec beaucoup moins de cohabitation entre les séculiers et les musulmans. C'est ça qui se profile. Vous savez, le parti de Erdogan est un parti islamiste. Et c'est un parti islamiste, il le dit lui-même, il le revendique,
il en est fier. Et c'est également un dirigeant qui a éliminé quasiment l'opposition dans son pays. La Turquie est le pays avec le plus de journalistes emprisonnés au monde, un pouvoir autoritaire, un pouvoir dans lequel l'opposition fait figure vraiment est très faible. On l'a vu d'ailleurs avec son élection dès le premier tour. Donc un pays autoritaire. Et puis on le sait, Erdogan veut également changer la constitution de la Turquie pour faire de la présidence non plus une présidence symbolique, mais une présidence à la française avec de véritables pouvoirs. Est-ce que c'est envisageable de modifier la constitution comme il l'entend ? Uniquement s'il aura une majorité de 2/3 au Parlement, qu'il n'a pas pour l'instant. Il n'est pas exclu qu'il puisse l'obtenir, mais en tout cas, c'est son programme. Il veut changer la constitution pour que le président turc devienne un président avec de véritables pouvoirs exécutifs, et au vu de sa politique autoritaire ces 10 dernières années, cela est inquiétant effectivement sur l'évolution de la Turquie. Alors justement, quelles sont très exactement les modifications qu'il voudrait apporter pour apporter plus de pouvoir au président et donc plus de pouvoir à lui-même? Très concrètement, comment ça se caractérise? Il ne l'a pas précisé avec une description exacte des pouvoirs, mais ce à quoi il pense, c'est une transition similaire à celle de la France entre la 4e et la 5e République, à savoir un président ou un chef de l'État essentiellement avec des fonctions symboliques, ce qui est le cas aujourd'hui du président en Turquie, un chef de l'État qui est véritablement le chef de l'exécutif, élu au pouvoir universel, qui dirige véritablement la politique de la nation, ce qui est de facto ce qu'il se passe en France sous la 5e République. C'est ce que veut Erdogan. Et encore une fois, comme je l'ai dit, vu son tempérament autoritaire et vu la façon dont il traite l'opposition, quand il y a eu les manifestations en Turquie, il les a réprimés de façon violente, en accusant Israël et les Juifs d'être derrière ces manifestations, etc. Donc, un Erdogan président de la République turque avec des pouvoirs d'un président à la 5e République, comme je l'ai dit, cela présage mal de l'évolution de la Turquie, aussi bien sur le plan interne que régional. Et la rue turque, elle en pense quoi? La rue turque, le fait est qu'il a été élu. Il a gagné 3 ou 4 élections, je ne sais plus, depuis 2002. Il a bien effectivement gagné, cette fois-ci également. Alors, c'est vrai que les Turcs le soutiennent, enfin, en tout cas une majorité qui le porte au pouvoir, essentiellement à cause, il faut bien le reconnaître, de ses performances économiques. L'économie turque, sous le régime d'Erdogan, a connu une croissance sans précédent. En 2010, la croissance était de 9%. Aujourd'hui, en 2014, les premiers mois de 2014, c'est vrai que c'est 4%. Enfin, quand on compare à l'Union européenne, il se porte beaucoup mieux. Des millions de Turcs ont été extraits de la pauvreté. Donc, ces performances économiques qui sont indéniables expliquent en grande partie le succès qui continue d'être le sien. Et même s'il est autoritaire, après tout, la Turquie n'est pas un pays avec une tradition démocratique et libérale profonde. Donc, même s'il est un peu autoritaire, ce n'est pas ça qui dérange les Turcs. En revanche, pour les Turcs libéraux et laïcs, cette dérive islamiste du pays, cela, oui, ça les inquiète. C'est à craindre. Juste avant de changer un petit peu de sujet, de parler de l'Irak, une dernière question sur la Turquie et quid de cet engagement finalement turc auprès des djihadistes de l'État islamique en Syrie, la Turquie qui leur aurait fourni des armes et qui affiche aujourd'hui une position beaucoup plus nuancée. Il y a un véritable malaise à ce sujet. Il y a un malaise à ce sujet parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Erdogan avait essayé en 2005 de se rapprocher de Bachar Assad. C'était un développement intéressant parce qu'il y a un conflit très ancien entre les deux pays, en particulier autour du territoire de l'Alexandrette qui avait été conquis par la Turquie en 1939, et d'autres raisons également, le soutien de Bachar Assad pour les rebelles kurdes du PKK. Beaucoup de raisons d'un conflit qui dure depuis très longtemps. Et Erdogan avait essayé de se rapprocher d'Assad, en particulier parce que cela faisait partie de sa politique pan-islamique. Mais avec la guerre civile et la réaction de Assad à la révolte dans son pays, Erdogan a fait marche arrière, ce qui le place automatiquement du côté des islamistes les plus radicaux. Et on voit aujourd'hui comment ces islamistes sont encore plus radicaux que ce que l'on pensait. Et cela, effectivement, place Erdogan dans une situation d'embarras vis-à-vis de son électorat, vis-à-vis de ses partenaires islamistes. Emmanuel Lavoine, comment on explique cet immobilisme durant des années des États-Unis en Syrie, et puis soudain, cette intervention en Irak? Parce qu'en Syrie, il y a une intervention de la Syrie. De la Russie, pardon. De la Russie, on se rappelle l'année dernière, c'était également exactement il y a un an, Obama avait menacé d'intervenir
contre Assad à cause de son usage d'armes chimiques. Et puis tout d'un coup, la Russie est entrée en jeu, la Russie qui a un intérêt très clair en Syrie, qui veut préserver Assad. En revanche, Poutine n'a pas véritablement d'intérêt de protéger le régime de al-Maliki et des chiites pro-iraniens en Irak. Donc c'est toute la différence. Donc tout se concentre autour des intérêts économiques, des champs pétroliers également? Toutes les relations internationales toujours se concentrent autour des intérêts. Il n'y a que des intérêts en relations internationales, essentiellement économiques, également militaires. Ceux qui pensent que les relations internationales sont dirigées par les sentiments se trompent. Il n'y a que des intérêts. Pas de sentiment non plus avec cette volte-face américaine concernant al-Maliki. Il avait été pendant longtemps soutenu par les États-Unis, puis tout d'un coup, plus du tout. Plus du tout, parce que al-Maliki, au lieu d'inclure les Kurdes et les sunnites dans son gouvernement, les a exclus, ce qui est une des raisons pour lesquelles il y a eu cette révolte sunnite extrémiste contre son régime. Les États-Unis avaient fait pression sur lui pour les inclure dans ses gouvernements, il ne l'a pas fait, et donc les États-Unis ont fini par le laisser tomber. Ça n'est pas la seule raison pour laquelle l'État islamiste s'est rebellé contre al-Maliki et veut rétablir le califat. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons, effectivement. En tout cas, c'est une des raisons qui fait que beaucoup d'Irakiens sunnites se sont rejoints à l'État islamiste, au califat, à cause de cette frustration vis-à-vis de al-Maliki. Est-ce que cela vient s'ajouter aux échecs dont on parle de la politique de Barack Obama dans la région? Je crois que lorsque Barack Obama a fait preuve d'hésitation, cela est interprété d'une certaine manière au Proche-Orient. Le Proche-Orient est une région dans laquelle la faiblesse ne paye pas. Et être perçu comme faible, ça n'est jamais une bonne idée. Même si on s'appelle États-Unis d'Amérique, et là c'est sûr que Obama, sa politique d'hésitation a eu des résultats. On voit aujourd'hui comment l'État islamiste se répand, pas seulement en Irak, mais également vers la Syrie. Il se dirige maintenant vers la Jordanie également. Et Obama a dit qu'il n'y aura pas d'intervention terrestre. Il y a pour l'instant que des interventions aériennes. Et c'est ce sentiment aussi qu'a eu Hillary Clinton en taclant Barack Obama lors de cette interview en début de semaine. Elle a eu des propos effectivement très durs contre lui. Alors c'est vrai qu'elle voit également les chances de 2016 où elle pense se présenter. Bien entendu, mais vous ne savez pas qu'en politique internationale que les intérêts jouent également en politique interne. N'oubliez pas qu'elle était quand même sa ministre aux Affaires étrangères. Donc elle faisait partie de sa politique étrangère. Aujourd'hui, elle se démarque évidemment en vue des élections de 2016, mais le fait que cela vienne du Parti démocrate, en tout cas d'un membre senior du Parti démocrate, en dit long sur la frustration de beaucoup d'Américains, même au sein du Parti démocrate, vis-à-vis de la politique étrangère d'Obama. Un dernier mot, Emmanuel Navon, très rapidement sur l'État islamique. Est-ce qu'on peut craindre que l'une de ses visées, que l'une de ses cibles soit également Israël? Il le dit lui-même. C'est pas seulement Israël. C'est tout le monde musulman, et ensuite tout le monde non musulman qu'il faut convertir. Il faut bien comprendre quelle est la vision de ces gens-là. Il y a Dar el-Islam et Dar al-Haram. Il faut convertir tout le monde. Et il faut faire tomber tous ces régimes. Et ce n'est pas que Israël. Israël est la première cible, mais pas la dernière. Et ceux qui en Occident... La France a également été menacée. La France est menacée, et Israël est le rempart du monde libre au Proche-Orient. Celui qui ne soutient pas Israël finira par le sentir chez lui en France, en Europe et ailleurs. Merci.